Je vois que certains commencent à arriver, donc bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse arriver, et au moins pour démarrer. Alors bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Écoutez, on va attendre un petit peu, ceux qui se connectent en ce moment, mais simplement, voilà, puisque vous êtes je pense que vous voyez mon écran. Donc on est bien sur le webinaire IPMO, voilà, pour découvrir comment soutenir la dynamique projet aujourd'hui. Il a lieu donc de 11 heures à midi. Et bon, simplement, sans commencer vraiment, ce que je propose, c'est simplement de vous rappeler que bien, ces communications, on fait régulièrement des choses comme des vidéos, des webinaires comme aujourd'hui. Que ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur notre site YouTube. Vous retrouvez les informations de connexion sur cette page-là. On fait aussi des communications sur LinkedIn, des infographies, des actualités, etc. Et puis, vous retrouvez tous ces éléments-là sur ou des liens en tout cas sur notre site teamsquare.fr. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, connectez-vous sur notre site. Voilà, je reviens. Si je vérifie ici. Alors, est-ce qu'on est un... Alors, je vois que les gens continuent à arriver. On attend peut-être encore une petite minute. Allez. Bienvenue. Je vois que d'autres viennent juste d'arriver. Puis vous devez être comme nous, vous devez vous passer les uns les autres et voir entendre en tout cas les petites arrivées. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, il est 11h02. On va dire que de toute façon, voilà, laissez la priorité à ceux qui sont à l'heure. Et Laure, je te laisse présenter la première partie. Oui, merci Marie-Christine. Du coup, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui avec Marie-Christine, donc, pour ce webinaire sur, la thématique du PMO, on va surtout prendre le pas sur ça. Mais avant, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on a désiré, de manière assez concise, vous présenter du coup la société TeamSquare pour laquelle on travaille Marie-Christine et moi-même. Donc en fait, TeamSquare, on est un cabinet qui est spécialisé en gestion de projet et en gestion de portefeuille de projets. On a des personnes qui travaillent avec nous depuis, plusieurs années, dont certaines qui ont plus de 20 ans d'expérience, sur des profils qui sont assez hétérogènes, autant, assez fonctionnels qu'assez techniques. Je reviendrai dessus juste tout à l'heure. Et on a des partenariats qui sont assez solides depuis plusieurs années, d'un point de vue méthodologique ou aussi d'un point de vue outil. Et donc nous, TeamSquare, en fait, notre offre de service, qui évidemment s'adapte après, mais notre offre de service actuelle qui balaye un peu les différentes, services, les différentes demandes auxquelles on peut répondre, est composée de 4 grands piliers. La première, c'est la partie délégation, où on va intervenir pour mettre à disposition différents profils, comme les chefs de projet, mais aussi le PMO, donc c'est notre sujet du jour. La partie conseil, où on peut auditer, nos clients, pour justement après leur faire des recommandations par rapport à leur méthodologie ou par rapport aux outils sur lesquels, ils travaillent. Le management de programme et aussi la partie portefeuille stratégique. Ensuite, on a aussi toute une intervention sur un pôle plus technique. On va venir, justement, déployer des outils,
de gestion de projet, de gestion des plannings, de gestion des plans de charge. On fait également la partie développement spécifique, c'est-à-dire que on va venir, avec nos experts techniques, hem, aider nos clients sur des outils, pour lesquels il va peut-être manquer des fonctionnalités ou elles vont pas répondre tout à fait à leurs besoins. Donc là, on va développer des petites choses spécifiques comme des add-ons ou des petites extensions qui vont permettre vraiment que l'outil corresponde aux besoins exprimés. On fait également de la maintenance et du support. Et enfin, dernier pilier, mais pas des moindres, la partie change management, où là, on va intervenir pour, mettre en œuvre la gestion du changement, accompagner sur, les formations, puisqu'on a un panel de formations qui est assez complet, et aussi sur la partie serious game. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une photo assez globale. L'idée, c'est pas de prendre trop de temps. Pour autant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ailleurs les écrire dans le chat, hein, pour, la partie Team Square ou même pour la partie PMO et aussi on a un site web où vous retrouverez les différentes, notre offre de service et les différentes, hem, phases ou en tout cas, étapes, de cette offre de service. Donc si jamais, n'hésitez pas aussi à vous y référer. Pour la partie localisation, nous, on est basé en France. Notre siège social, il est à Lyon. On a également une agence qui est placée à Paris et enfin, on a une troisième agence qui, cette fois-ci, est en Suisse, à Genève. Donc voilà, on couvre à peu près tout le territoire. Hem et ensuite en termes de références, l'idée c'est de montrer avec cette slide qu'on intervient sur des domaines d'activité qui sont assez variés, sur, autant des grandes entreprises que des associations, que des, pardon, que des grands groupes, que des petits groupes, que du tertiaire, que des industries. Donc vraiment, l'idée c'est qu'on puisse intervenir sur, les différentes demandes de gestion de projet, peu importe la taille de l'entreprise et peu importe le secteur d'activité. Donc c'est à peu près tout maintenant la partie présentation de Team Square. Je vais laisser la main à Marie-Christine, comme dit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le chat à les poser, on y répondra, juste à la fin du coup de ce webinaire. Merci Laure. Eh bien, je vous propose bienvenue à tous, hein, tous ceux qui nous ont rejoints pendant ton introduction, Laure. Je suis Marie-Christine Noblan, donc consultante senior chez Team Square. Et je vous propose effectivement de répondre à la question et de découvrir comment soutenir la dynamique projet aujourd'hui. Alors, on va le faire en 4 étapes et comme vous l'a dit Laure, on prendra les questions à l'issue donc de cette présentation. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions effectivement sur le fil de discussion Teams. Alors, je vais couper ma webcam, je pense que ce sera peut-être plus simple. Voilà, le support, je pense que vous le voyez. Hop. Je vais le remettre en grand aussi de mon côté. Voilà. On est parti sur la première étape. Première étape, on se pose une question, pourquoi la vision projet est encore plus indispensable aujourd'hui? Donc, vision projet aujourd'hui. Alors, on va partir d'un constat. Nous évoluons dans un contexte changeant de plus en plus rapidement. Et ça, je pense que tout le monde a pu le constater. Prenons un exemple marquant, hein, tout simplement celui du téléphone. On avait peut-être en tête des téléphones à cadran, reliés à un fil, puis ensuite, des téléphones sans fil et on pouvait même s'éloigner de la base au moins de 10 mètres, alors que maintenant on a tous un smartphone dans la main ou dans la poche avec, un changement de version, très fréquent et surtout, on accède pas seulement à la téléphonie avec ce téléphone, mais à bien d'autres choses, d'autres fonctionnalités. Ce qui est marquant, c'est que non seulement ces changements ont été de plus en plus rapides et que les cycles de vie produits sont de plus en plus courts. Clairement, au niveau des projets, ça a un impact. Un deuxième point qui ne vous aura pas échappé, hein, c'est un contexte de travail évolutif. Même avant une certaine crise sanitaire, c'est vrai que déjà, on sentait bien venir les changements. Les équipes projets n'étaient pas toujours sur les mêmes sites, répartis un peu dans le monde. Et là, en plus, on a aussi cette possibilité d'être sur le site de l'entreprise ou bien à distance depuis son domicile ou dans un tiers-lieu. Clairement, au niveau des équipes projets, c'est un changement à intégrer. Tous ces éléments font que, tout de suite, on parle de mots comme flexibilité, agilité, réactivité. Clairement, il va falloir s'adapter à ces changements rapides. Ça, c'est le constat. Du coup, une fois qu'on a constaté ça, quelle est la conséquence?
Bah, la conséquence, c'est que cette réactivité exigée demande une prise de décision plus fréquente, représentée ici par notre petit go no go, donc notre panneau indicateur. Il va falloir décider rapidement et fréquemment. Et pour décider, il nous faut des informations qui nous éclairent, des informations qui sont pertinentes et qui donc clairement sont plus régulières. On doit les fournir plus régulièrement puisqu'on doit décider plus régulièrement. Et nos informations pertinentes sont représentées par notre feu tricolore ici. Si on regarde ce qui se passait entre guillemets avant, eh bien, on se permettait d'avoir des plans stratégiques sur, par exemple, 3 ans, donc une vision relativement moyen terme, où on se projetait. Je ne dis pas qu'on ne se projette plus, je dis juste qu'effectivement, c'était quelque chose qui avait une vision déjà moyen terme, qu'on traduisait en plans tactiques annuels et qui devenaient ensuite des plans opérationnels, donc bien concrets sur l'année. Tout ça, ça changeait peu, on intégrait peu de changements, au cours de l'année ou en tout cas, c'était compliqué de le faire. On attendait surtout la fin de l'année pour faire les bilans et se dire: «OK, comment on se reprojette sur l'année suivante, en fonction de ce qui s'est passé cette année?» Tout ça pour tenir nos objectifs de notre plan stratégique sur 3 ans. Alors maintenant, on se dit qu'on est passé de ce plan à 3 ans ou à N années à plutôt une revue sur 3 mois, revue trimestrielle. Et l'idée encore, c'est tout simplement de mieux intégrer les changements. Donc, on se dit pourquoi trimestriel là? On passait de 3 ans à 3 mois. Clairement, la maille semble intéressante. En dessous de 3 mois, si j'ai la casquette chef de projet, je me dis, si tous les changements, interviennent tous les mois, ça va être compliqué d'arriver à avancer. Donc moi, je ne peux pas intégrer ces changements chaque mois. Donc il me faut une maille stable, d'une certaine longueur, de temps. Si par contre on va au-delà des 3 mois, eh bien la vision d'intégration du changement devient, compliquée, hein. J'ai besoin que si une fois qu'on a décidé qu'on intégrait tel changement, que ce soit, traduit par des effets concrets et voilà et opérationnellement dans les projets. Donc entre les 2, eh bien on se dit que le trimestre semble une maille intéressante. Pour autant, sur le petit schéma, vous voyez que nos indicateurs, nos petits feux tricolores ici, apparaissent tous les mois. Et c'est vrai que on a besoin de cette vision mensuelle pour avoir déjà cette tendance avant de prendre la décision à la fin du trimestre. Et vous aurez remarqué aussi que côté chef de projet, on est capable de donner cette information au niveau du mois. Donc ça semble là encore une maille intéressante. Les revues de projet sont régulières au niveau des projets. Les comités de pilotage imposent finalement un rythme et l'ensemble semble bien fonctionner. On a vraiment cette synergie entre la récupération d'informations et la possibilité de prendre une décision éclairée. On a fait le constat, on a vu la conséquence, mais finalement, de quoi on parle quand on parle d'information et décision? Alors, ces informations et ces décisions, elles sont de plusieurs natures. Je vous propose tout simplement de reprendre finalement un cycle de vie d'un projet, des informations projets. La première étape, en tout cas de l'initialisation, c'est de se dire au départ, on va avoir des demandes. Donc il y a des porteurs de projets qui ont des idées, qui, ont repéré que sur le marché, il y avait une nouvelle tendance, ils aimeraient bien lancer un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité. Il y a des besoins qui sont collectés et puis on va les qualifier. Les qualifier en fonction, de la valeur que ce projet, enfin ce futur projet pourrait avoir, mais également évidemment en fonction aussi des efforts qu'il faudrait consentir pour, mener à bien ces projets. Alors effort, hein, c'est, le coût enfin le budget nécessaire, les moyens, donc à la fois financiers mais aussi humains, tout un tas d'autres éléments, les risques encourus et puis aussi, soyons clairs, hein, au bout de combien de temps effectivement j'ai cette valeur qui va arriver? Donc le ratio entre, la valeur, l'effort et puis sur quelle durée, hein. Je vais peut-être accepter certains projets qui, vont avoir un gain important, mais dans, N, années, mais si j'en ai d'autres qui m'apportent un gain plus court terme. Donc il va falloir avoir ce genre d'informations, c'est-à-dire clairement on a besoin de qualifier ces demandes. Donc les informations sont à ce niveau-là, ici, pour pouvoir décider en fonction de ces éléments-là.
C'est ce qui va nous permettre donc de sélectionner certains candidats projets. Je veux dire, OK, effectivement, cette demande-là vaut le coup, celle-ci, non, on va l'écarter en tout cas pour l'instant. Et puis, on va se dire: «Est-ce que c'est le moment de lancer ce projet?» C'est une autre décision. Je peux peut-être avoir envie de faire ce projet, enfin, on sent qu'on a réussi à qualifier cette demande et que c'est justifié, de lancer ce projet-là. Ça a du sens et de la valeur, ça apporte de la valeur, mais c'est peut-être pas le moment parce que j'ai pas les moyens financiers, les moyens humains et le petit graphe en dessous montre cette notion-là, hein. Dans le temps, là, on sent que c'est peut-être un plan de charge et que les 2 prochains mois sont vraiment très compliqués et on peut peut-être attendre pour lancer le projet, bah, le troisième mois et est-ce possible? Voilà, donc tout ça, même chose, l'idée c'est d'avoir une décision éclairée et de ne pas engorger, plus, faire bien les projets, c'est vraiment très, très important. Une fois qu'on a décidé effectivement de lancer le projet, eh bien, il va falloir se poser d'autres questions et là encore, c'est d'autres informations. Déjà, tout simplement se dire, voilà, on va lancer nos projets et sur quel mode, quelle méthode? Alors là, on a essayé de représenter, un mode cycle en V, un mode, plus, agile avec nos itérations. On pourrait imaginer un mode complètement hybride et on a mis à côté à nouveau nos feux tricolores, nos indicateurs qui indiquent eh bien, si ce projet est en bonne santé, ou pas, ou qui montre qu'on a eu besoin d'indicateurs sur ces projets-là. Alors, effectivement, on a bien ces projets, mais finalement, on n'en a pas qu'un et ils sont dans des phases différentes. Ici, on repère donc la phase d'initialisation, ensuite, les projets en cours, en planification et pilotage et maîtrise de l'ensemble de cette phase-là, et puis en phase de clôture. Et finalement, ce pilotage de projet peut arriver à un autre niveau, qui n'est pas toujours, souhaité, mais qui est le niveau du portefeuille projet. Et ici, on a représenté un portefeuille projet sur lequel on pourrait imaginer, vous voyez apparaître, à gauche donc, des segments qui peuvent correspondre à des secteurs d'activité, qui peuvent correspondre aussi à des départements. On peut imaginer, plusieurs choses. Là encore, on pense qu'il est intéressant d'avoir des indicateurs au niveau du portefeuille de projet. Tout cela doit concourir à l'apport de valeur, alors valeur au sens large, hein, qui doit être définie dans la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec, traduite souvent sous forme d'axes stratégiques, qui sont bien, peut-être augmentation, de la part de marché sur tel secteur, augmentation de la satisfaction client, de la satisfaction salariée, et cetera. Et puis, finalement, ça ne s'arrête jamais puisque, l'idée, c'est qu'effectivement, on ait un cycle et c'est ce qu'on évoquait en disant un cycle trimestriel. On va se reposer les questions et faire en sorte que, l'ensemble, soit cohérent, apporte la valeur souhaitée au fur et à mesure du temps. Donc voilà les informations et les décisions que l'on est appelé, à prendre. Oui, sauf que cela demande beaucoup d'énergie pour maintenir à jour ces informations et obtenir des indicateurs fiables. Alors, comment faire? Alors l'intuition, hein, c'est que pour, produire plus de valeur ajoutée avec moins d'énergie, il y a probablement un acteur clé dans l'histoire, c'est notre PMO, Project Management Officer, si on a une personne, ou Office si on a une équipe. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième étape, c'est un peu plus centré sur ce rôle-là, le rôle du PMO. Donc deuxième étape de notre cheminement, un PMO, à quoi ça sert? Alors, on dit que c'est un acteur clé, qu'il est au cœur de la dynamique des projets d'entreprise. Finalement, pourquoi on dit ça? Bah, tout simplement parce que la majorité des entreprises travaillent en mode projet. Ça veut dire que notre PMO qui est au cœur des projets est bien au cœur des informations clés pour les projets. En plus, il a, alors suivant son rôle au sein de l'entreprise, s'il est plutôt proche d'un projet particulier, des projets, du portefeuille, de la vision, stratégique, de la vision de gestion de la demande ou de la vision ressources, eh bien, on sent bien qu'il va être le bras droit d'un ou de déciseurs et donc va devoir se doter de compétences plurielles qu'on va regarder un petit peu en détail juste après. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est un acteur majeur avec différentes, possibilités de réponse. Non seulement il va devoir répondre à, bah, comment je fais tout ça? Comment j'apporte, ces informations, ces indicateurs? Comment je permets à nos décideurs de décider? Eh bien, c'est tous ces process qu'il va falloir mettre en œuvre. Puis ensuite,
les outiller, et finalement, qui a les informations, qui est au cœur de tout ça? Eh bien, c'est chaque, personne. Donc c'est notre, brique humain ici, qui permet que l'ensemble fonctionne bien, et donc notre PMO est au cœur de cet accompagnement, des uns des autres, de manière à ce que, bah, on puisse fournir ces bonnes informations. Donc voilà pourquoi on dit qu'il est au cœur de cette dynamique des projets de l'entreprise. Alors, on a évoqué un mot, compétences plurielles. Alors, de quoi on parle quand on parle de compétences plurielles? Déjà, dans un premier temps, d'un socle de base avec 3 briques. Première brique, des acteurs sensibilisés. On l'a dit, sans l'ensemble des acteurs projet, eh bien, on n'a pas d'information projet. Donc, on imagine une équipe qui, enfin, côté projet, qui sait bien renseigner des informations et communiquer des informations de type réalisé reste à faire. Et imaginez qu'on veuille passer à une étape supplémentaire et leur demander une information plus indicateur général côté projet et peut-être côté risque. Imaginons ça. Eh bien, il va falloir expliquer pourquoi on a besoin que ça fasse sens, pourquoi on a besoin de ça. Ensuite, bah, donner envie, se dire, bah oui, l'avantage de donner ces informations-là, c'est qu'on sera plus en capacité, eh bien, de traiter ces risques, par exemple, ou de passer plus de temps sur un projet qui aura remonté un indicateur qui dit qu'il est presque dans le rouge. Donc, donner envie, voir les avantages pour chacun, éventuellement les inconvénients à ne pas le faire. Et puis, si on poursuit ce cheminement que chaque acteur doit faire pour arriver à la situation cible, si on se dit qu'il y a un changement, eh bien, il faut former à ce changement. Donc, ça peut être des process, des outils, une nouvelle méthode. Donc, on le forme. Là, on se dit, OK, c'est fait. Eh bien non, parce que ben, on a beau être formé, avoir compris pourquoi on le faisait, se dire, ouais, je suis partant. Eh bien, bah, si on n'a pas le temps, si on n'a pas accès aux outils, si ça fonctionne, mais une fois sur deux, eh bien, clairement, on n'a pas la capacité toujours à répondre à ce changement. Et puis une fois qu'on a mis toutes ces étapes, ces 4 premières étapes, de notre côté, l'idée c'est que, bah, parfois on oublie un petit peu ou en tout cas ça reste un peu contraignant et bien de trouver les moyens de pérenniser, de continuer, à rester dans cette situation, cible, souhaitée, et que ce soit véritablement ancré dans les habitudes des uns des autres. Là, on a simplement mis en illustration un exemple sur, cette pérennisation en se disant: «Bah, il y a peut-être quelques mini vidéos». Ça, c'en est une qui est sur notre site, sur notre chaîne YouTube, je pense, voilà, qui nous rappelle: «Tiens, comment effectivement je pourrais accéder facilement, à mes projets». À chaque fois, on a gardé la petite roue, process, outils et humains parce que clairement, vous l'avez vu, là, on est plus centré accompagnement, des acteurs, mais clairement, il a fallu, les accompagner, bah, sur des process, sur des outils. Ça, c'était notre première brique du socle de base, des acteurs sensibilisés. La deuxième, ce serait des plannings projets à jour. Voilà, sans ça, on n'a pas d'informations, cohérentes, pertinentes. Donc, bah, on se dit, bah, finalement, ces plannings projets à jour, pourquoi on ferait des plannings projets à jour? À quoi ça va nous servir? Jusqu'où il faut aller, hein. Est-ce que c'est juste quelques tâches ou j'ai un pourcentage d'avancement? C'est fait, c'est pas fait? Comment on fait tout ça? Donc quels sont les outils? Quand? À quelle fréquence? Et qui fait ça? Est-ce qu'on met tout le monde, dans le «bateau» entre guillemets? Est-ce que c'est simplement le chef de projet? Est-ce que c'est juste le PMO d'ailleurs? Voyons comment c'est possible. Ici, dans l'illustration, vous avez 2 exemples. D'un côté, on a, un Gantt avec des tâches, qui sont, cochées et barrées d'ailleurs, ça a l'air d'être fait. Et puis de l'autre côté, on a une vision qui est plus type Kanban, où on a une liste de tâches, une to-do list, sur la gauche. Au milieu, on a les tâches qui sont en cours, commencées, et puis à droite, celles qui sont terminées. Voilà, donc à chaque fois, chacun peut se positionner. C'est une autre manière de montrer, bah, la même réalité de l'avancement, d'un projet, mais de manière différente, avec à chaque fois le souci du ce qui est juste nécessaire. Vous l'avez vu tout à l'heure, en plus dans notre portefeuille de projets, dans l'exemple qu'on prenait, on se disait, ben, tous les projets ne sont pas pareils, ne sont pas traités de la même manière. On parlait de méthode, donc de cycle en V, d'itération avec un mode plus agile ou d'hybride. Et ben, on sent effectivement que derrière, les techniques de mise à jour ne vont pas être les mêmes. Deuxième brique de base, c'était nos plannings à jour, donc des acteurs sensibilisés, des plannings projets à jour. Tout ça pourquoi? Pour des indicateurs utiles. Et c'est notre dernière brique de ce socle de base. Quand on dit pour des indicateurs utiles, on rappelle ici que c'est pour chaque acteur, ça dépend quels sont les
pour chaque acteur, ça dépend de l'acteur, qu'est-ce qui va lui être utile. Si j'ai un chef de projet, il ne va pas avoir besoin des mêmes indicateurs, des mêmes tableaux de bord que si j'ai un responsable de ressources, un gestionnaire de portefeuille de projet, un dirigeant d'une entité ou d'une entreprise. Là, les exemples que nous avons pris sont plus focalisés par rapport à nos projets. On a un exemple de tableau de bord projet. On voit des indicateurs en haut, plutôt à gauche, tout un petit bandeau d'informations, et puis des informations plus sous forme d'histogramme ou de courbe qui concernent l'avancement. D'ailleurs, sur ce projet-là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit arrêt entre deux. Des informations concernant les jalons réalisés, les jalons à venir, et puis un pourcentage d'avancement. On pourrait se dire: «OK, très bien, c'est parfait tout ça». Oui, mais il faut aussi penser que, les informations, sont peut-être à jour, mais peut-être qu'elles datent un peu, hein. La qualité des informations, la fraîcheur des informations n'est peut-être pas au rendez-vous. Donc, bah, une autre information que le PMO peut donner, hein, c'est aussi: «Bah, tiens, sachez que certains projets, bah, n'ont pas été publiés, mis à jour depuis un certain temps, ou bien qu'il y a encore beaucoup de tâches en retard à l'intérieur de ces plannings, ou enfin qu'on est resté sur des ressources de type générique, donc qui n'ont pas de réelle capacité à faire a priori, dans certaines configurations, et ce serait bien qu'on passe à des ressources nominatives pour savoir vraiment qui fait quoi sur le projet. En tout cas, ce sont des alertes qui pourraient être positionnées sur les différents projets pour avoir une petite idée de la fraîcheur et la qualité des informations qui sont proposées. Voilà simplement des exemples. Là encore, process, outils et humains doivent être au rendez-vous pour que l'ensemble fonctionne bien. Ça, c'est le socle de base. À ce socle de base, on peut ajouter, alors on a schématisé, mais 2 éléments. Le premier, c'est la vision ressources. Heu, on peut se poser là encore, hein, la question, pourquoi on voudrait avoir ces informations-là? Une première réponse, on l'a vu tout à l'heure dans notre cycle de vie du projet, et c'est que, on a besoin à un moment donné pour décider de savoir si je vais lancer un projet ou si je peux ou je ne peux pas, et bien de savoir la capacité de mes ressources, donc des différents acteurs projets, et bien à pouvoir intégrer, l'équipe du projet, à être chef de projet. Ça, parfois, on est dans des configurations où sur chaque entité, on est encore capable de le dire. Mais parfois, ça devient beaucoup trop complexe, les projets sont beaucoup trop imbriqués pour finir par avoir cette vision claire de la situation. Donc, on va passer à une étape supérieure, on va essayer de récupérer cette information autrement. On va rentrer dans une vision plus détaillée, on va dire: «Bah, voilà, on va affecter des ressources, au niveau des projets». Là encore, on se posera la question, est-ce qu'on est sur des visions, génériques que j'évoquais tout à l'heure? J'ai besoin, bien d'un dessinateur, d'un ingénieur, et cetera pour travailler, sur ce projet-là, ou bien j'ai besoin de Pierre, de Marie, pour travailler sur ce projet quand je peux remplacer ma ressource générique par une ressource nominative. À ça, faut ajouter le fait que tous les acteurs ne travaillent pas sur des projets. Ils travaillent, parfois aussi sur des activités de production. Puis pour certains d'ailleurs, c'est même leur activité principale. Donc il faut évidemment en tenir compte si on a besoin d'eux sur les projets. Donc ça veut dire aussi se poser la question jusqu'où on va et dans la collecte des informations, et pourquoi pas se dire: «Il y a une part d'activité qui est une activité de production et une part dédiée à l'activité projet». L'ensemble de ces éléments va nous permettre d'avoir des plans de charge à jour qui vont nous permettre de voir, bah, par exemple, sur cet exemple-là, une entité, on va dire une équipe, qui a, bah, plus ou moins de disponibilité. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir zoomer au fur et à mesure en se disant: «OK, ça c'est mon équipe, globalement je vois, mais qu'est-ce qui me dit que finalement, à l'intérieur de ces équipes, il n'y a pas des gens surutilisés, d'autres sous-utilisés?» Donc on sent bien qu'on a différents niveaux, de granularité en fonction de nos besoins et puis de ce dont on a besoin pour décider tout simplement. Parfois une vision globale va nous suffire, parfois j'aurais besoin de choses beaucoup plus précises. Donc voilà pour cette vision ressource qui va vraiment nous aider à fluidifier l'ensemble des projets et ne pas être arrêté en plein milieu d'un projet pour des problèmes de ressources. En tout cas, pouvoir décider plus vite aussi, quand je pourrais redémarrer, si je dois malgré tout arrêter un projet, quand je dois le redémarrer, et quand j'ai proposer un peu plus de visibilité, ce qui est quand même plus acceptable, quand on doit accepter un changement. On avait notre socle de base, on s'est dit que
la vision ressource pouvait apporter un réel plus dans certaines configurations. Et un autre élément qui peut nous aider, c'est la vision portefeuille. On a vu, on n'a pas qu'un projet dans une entreprise, on en a plusieurs et parfois on a besoin de cette vision générale plus globale. On va parler de portefeuille opérationnel avec l'ensemble de nos projets qui sont déjà lancés, hein, et de portefeuille stratégique avec cette vision plus globale où on intègre aussi d'autres éléments comme des projets en demande, donc des projets sur lesquels on n'a pas encore statué, hein, si on les prenait tout de suite ou pas du tout d'ailleurs. On a ici illustré cette vision portefeuille par voilà, un tableau de bord. Ici, on voit donc la liste de nos différents projets en cours, avec des informations comme de l'avancement, des étapes passées, des retards, etc. Donc, toute information utile, là encore, en fonction de qui a besoin de ces informations-là, quelle est la nature dont on a besoin, nature des informations dont on a besoin. Là encore, comme sur la vision ressources, on serait capable aussi de rentrer dans le détail. Ça peut nous intéresser de se dire, voilà, je vois la vision globale, mais finalement, si je veux zoomer là, vous voyez qu'on a les projets par chef de projet. Si je veux cliquer sur, tiens, Marie-Christine, ici, eh bien, quels sont les projets que ce chef de projet gère? Même chose, tiens, je vois un projet qui est un peu plus dans le rouge, eh bien, si je pouvais cliquer dessus pour aller voir un peu plus, ça pourrait m'intéresser. Ou pas, là encore, on a besoin de la bonne vision, du juste nécessaire pour donner la bonne information et uniquement ce qui est nécessaire pour décider. L'idée étant vraiment de faire quelque chose qui a du sens et que chacun est capable de soutenir dans la durée. Sur l'illustration du bas, on est plus sur la notion de tableau de bord de la demande. Et là, on retrouve la notion de priorité projet, de ces demandes valorisées sur les axes stratégiques. Donc là, on a un petit bubble chart là, avec nos bulles en bas à droite qui nous montre une notion de valeur de demande de projet rapportée à l'effort qu'il faut pour les mener. Et puis, on pourrait imaginer que la grosseur de la bulle serait, la taille de la bulle serait, par exemple, et on pourrait imaginer plein de choses, mais par rapport à une durée à laquelle on pourrait obtenir le gain. Donc, pouvoir se positionner. C'est vrai que ce qui nous semble nous intéresser comme ça, c'est la plus grande valeur pour un coût moindre, mais aussi s'il faut attendre 5 ans pour obtenir ça, peut-être qu'il faut qu'on arrive à soutenir ce projet ambitieux voilà, innovants peut-être, par des projets plus petits qui ont peut-être un gain moindre, mais sur du plus court terme. Donc voilà, tout ça, ça nous intéresse vraiment de pouvoir visionner ces éléments dès l'instant où on a besoin de prendre ce genre de décision. Donc, on a fait l'ensemble, donc cette vision d'ensemble avec le socle de base, la vision ressources, la vision portefeuille. On retrouve donc tous ces éléments qui font cette compétence plurielle de notre PMO. On l'a remis au centre avec un nouveau process, outils et humain. Donc voilà pour la réponse à la question, le PMO, à quoi ça sert? Si on veut avancer dans l'étape, on voudrait aller sur un petit peu plus de concret et répondre à la question de plus de la mise en œuvre. Quel type de PMO mettre en œuvre et comment? Alors, l'équipe idéale, ce serait un PMO ou encore une fois une équipe PMO, c'est une ou plusieurs personnes, avec l'ensemble de ces compétences qu'on vient de voir, soit en interne, soit en externe. Alors, l'ensemble de ces compétences, c'est bien, là, on a différentes casquettes, là, la casquette socle de base, avec nos acteurs sensibilisés, nos projets à jour pour des indicateurs utiles. On a nos compétences ressources pour avoir nos plans de charge, la compétence portefeuille pour pouvoir intégrer nos demandes et avoir un portefeuille qui apporte véritablement de la valeur, donc des projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur. Et puis, on voit nos petits pointillés et on sait bien que vraiment, si le PMO est au cœur, eh bien, on a besoin de aussi l'ensemble de ces compétences, process, outils et humains, tout en même temps en ayant ces compétences de soft skills qui sont majeures, notamment dans l'accompagnement des différents acteurs.
On dit que c'est l'équipe idéale, ça veut dire que parfois on a l'ensemble de cette équipe ou cette personne avec l'ensemble de ses compétences. Parfois, elle peut être associée à des acteurs, externes et puis des fois on a l'ensemble des compétences en interne et c'est ce qui fait que, l'ensemble de ces informations, fonctionnent et que, le PMO peut apporter, les bonnes informations pour décider aux décideurs. Et puis parfois, on a besoin d'avoir ces compétences plurielles, de pouvoir les récupérer autrement. Et intervient ici la solution IPMO. On se pose la question, IPMO, mais comment on traduit ça? Alors, comme on a entendu plein de choses, je vous les remets telles quelles. On a Extended PMO, External PMO, mais on a aussi entendu Extra PMO, et ça nous avait bien fait plaisir. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous le remettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on entend par IPMO ici? Eh bien, clairement, au minimum, c'est d'avoir l'ensemble des compétences qu'on vient d'évoquer. Donc, compétences, je ne reviens pas dessus, mais ces 3 compétences ici, sur lesquelles on ajoute People, Process and Tools et les soft skills. Ensemble de ces compétences qui sont certifiées, ça vous permet d'avoir des professionnels effectivement à la rescousse lorsque l'équipe PMO dont vous disposez n'a pas à un moment donné l'ensemble de ces compétences ou qu'il vous en manque une de base. Et puis, la notion de disponibilité, parfois vous avez ces compétences, mais il y a un nouveau projet qui arrive, il y a beaucoup de demandes qui viennent d'arriver, il y a quelque chose à mettre en œuvre ponctuellement, et bien cette notion de disponibilité peut faire défaut à un moment donné, et l'IPMO peut être là dans ce cas-là. Nous, notre réponse ici, notre IPMO chez Team Square, c'est une équipe qui a été montée depuis 2016 et qui est opérationnelle auprès de nos clients depuis ce moment-là. Voilà, dans différents secteurs vraiment d'activités, vraiment très, très, très variés, leur a montré un petit peu ce qu'on faisait, mais c'est vrai que ceux qu'on accompagne côté IPMO sont aussi dans des secteurs très variés. Alors voilà pour cette solution. Cette solution, c'est vraiment à géométrie variable. L'idée, c'est d'adapter selon, ce dont vous avez besoin. On a vu que, notre PMO, notre équipe idéale, comment elle devait être composée et c'est vrai que ponctuellement, on peut avoir besoin, de méthodes. Se dire: voilà, oui, c'est vrai qu'actuellement, nos projets sont lancés de telle manière, on a une méthode projet, on s'aperçoit que l'intégrer le changement dans ce type de projet, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer un peu d'agilité? Alors, on ne veut pas faire des projets agiles, hein, ça ne va pas peut-être pas correctement fonctionner. On est dans l'industrie, on voudrait adapter autrement. Bien, peut-être que justement, c'est une brique qu'on peut acquérir à un moment donné. Du coup, on va adapter les process, puis accompagner le changement. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous, dont vous pouvez avoir besoin ponctuellement pour vraiment avancer dans cette dynamique projet. Et puis il y a des choses qui sont plus sur du long terme où on se dit oui, ok, très bien, j'ai mon équipe PMO maintenant en termes de disponibilité, avoir un support réactif et proactif, c'est compliqué. Bon, justement, l'IPMO répond à ce genre de choses. Et puis avoir tous les projets toujours à jour, avec des dates de fraîcheur correctes pour avoir nos bons indicateurs, que ce soit vrai au niveau des projets, au niveau du plan de charge des ressources, au niveau des portefeuilles, ça c'est tellement compliqué pour nous. Bon, voilà, il y a là encore cette possibilité avec l'IPMO. Et puis, une fois que les informations sont disponibles, l'idée, c'est après de les agréger en quelque chose qui ait du sens plus rapidement pour ceux qui doivent décider. Donc, nos tableaux de bord, nos indicateurs sont là pour ça. Même chose, parfois, il y a des bonnes façons de présenter. Et puis, encore une fois, en fonction des acteurs, on n'a pas le même tableau de bord, les mêmes indicateurs. Donc, tout ça, ce sont des briques qui sont à agréger. Le petit réseau qui a été proposé ici montre la géométrie variable, mais vraiment, ce sont des briques à adapter en fonction vraiment de ce qui est souhaité et puis la dynamique que vous souhaitez impulser et donc des besoins que vous avez ponctuellement, encore une fois, cette notion de disponibilité, puisqu'on dit qu'on veut être réactif, etc. Eh bien, c'est vraiment cette autre notion. Alors, voilà pour cette IPMO. Dernière étape, sur ce webinaire IPMO, voilà, c'est la conclusion.
Eh bien, on se posait la question effectivement de comment soutenir cette dynamique projet. Eh bien, de cette manière-là, elle est soutenue. C'est vraiment la valeur ajoutée alors du PMO d'une manière générale et la valeur ajoutée de l'IPMO, c'est vraiment d'apporter, une de ces compétences plurielles ou plusieurs, d'apporter cette disponibilité et vraiment de passer du réactif au proactif, de se dire: eh bien, le PMO, l'IPMO est garant de fournir ces informations pertinentes, plus régulières, pour pouvoir prendre ses décisions. Donc, on se dit, il est garant. Ça veut dire que c'est presque, vous êtes déchargé de cette, on pourrait appeler ça charge mentale, de faire ça de manière très régulière, d'aller voir les uns les autres, etc. Ça, c'est le rôle de l'IPMO. Et donc, finalement, il y a cette charge qui est déléguée, et c'est quelqu'un qui est responsable maintenant et qui va nous permettre d'avoir ces informations pertinentes régulièrement. Ça veut dire que chacun se concentre sur son métier et que les uns les autres, vous pouvez prendre des décisions avec ces informations, ces tableaux de bord, ces indicateurs. Et donc, ces prises de décision éclairées avec plus de sérénité. C'était le mot-clé. Alors voilà, ça nous permet effectivement de faire ce cheminement, d'accompagner, ce cheminement vers des projets, vers cette belle dynamique, projet, grâce, à l'IPMO, d'une manière générale, qui peut apporter cette impulsion nécessaire pour aller de l'avant et garder cette, et soutenir cette dynamique, projet. Voilà pour cette dernière étape. Merci d'avoir cheminé, avec nous, sur ce webinaire, et on arrive, du coup maintenant à la dernière partie avec plus d'échanges. Alors je vous avoue que moi j'ai pas eu, la possibilité de regarder les questions, si jamais il y en avait entre deux. Je vais laisser, Laure revenir vers nous pour, Oui. nous y aider. Tout à fait, merci Marie-Christine. Ah oui, donc effectivement, au niveau des questions, moi, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on puisse y répondre ensemble. Oui. Après, effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les remettre dans le chat ou au besoin même après de nous faire un mail. Effectivement, il y aura aussi une partie en replay, c'est-à-dire que ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a enregistré, donc on pourra vous le communiquer. Hem, voilà, donc pour la partie questions, donc moi j'en ai eu 3. Alors j'ai une question peut-être un peu plus commerciale, je dirais. La première donc c'est: comment sont évalués les forfaits IPMO nécessaires? Donc OK. là, sur cette partie-là, je ne sais pas si tu veux démarrer ou si tu veux que Vas-y, j'amorce? vas-y Laure, vas-y, si tu étais partie, pas de Parfait. Du coup, donc en tout cas pour la partie commerciale, nous on a plusieurs, on a plusieurs critères. Ça va être en fonction, du nombre de projets, en fonction du nombre de ressources qui vont être impliquées, du niveau de support que vous souhaitez, parce qu'on a différents niveaux de support. On a aussi une partie engagement. Donc voilà, donc il y a plusieurs critères qui feront qu'on vous proposera des forfaits de PMO, adaptés à votre demande. On n'a pas forcément, heu, un forfait ou un contrat, fixe. On va s'adapter pour répondre au plus près de vos demandes. Voilà, mais si vous avez des questions, plus précises avec des volumétries et cetera, vous n'hésitez pas aussi à nous demander et on reviendra vers vous avec une notion de forfait. Ensuite, on avait une autre question peut-être un peu plus, fonctionnelle cette fois-ci, Marie-Christine, qui était alors combien de temps pour mettre en œuvre le PMO? Ah, c'est une bonne question. Heu, si je réponds: «Ça dépend», ça va embêter tout le monde. Mais globalement, c'est à peu près ça. Globalement, comme toute mise en œuvre, la question, c'est de se dire d'où on part et où on va. Pour savoir si la marche, est haute ou, si la marche est simple, à monter, hein. Donc, déjà, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? On l'a vu dans la présentation. Parfois, on a besoin pour décider d'éléments finalement, assez simples, donc des projets à jour, et j'ai une bonne vision, des ressources, pas besoin d'aller plus loin dans un premier temps. Et c'est vrai que mettre en place déjà simplement, ce fameux socle de base peut être une première étape intéressante. Mmh. Donc, là encore, après, ça dépend d'où on part. Si on a déjà, des process, qui font que, les projets, sont bien gérés, sont bien pilotés, que chacun est capable à tout moment de dire à peu près où il en est, et qu'on se projette bien dans la culture projet, hein, c'est vrai que, on sent que ça peut être assez facile. Par contre, c'est vrai que s'il faut accompagner les uns les autres parce que la culture projet n'est pas encore présente, que, le process de, pilotage des projets est
très hétéroclite, hétérogène, bon, on sent bien que ça va prendre un petit peu plus de temps. Gardons en tête aussi que chaque acteur, qu'il y a un changement, doit passer par plusieurs étapes. C'est notre accompagnement du changement et que là encore, bah, ça prend du temps. Donc combien de temps? Difficile à dire, mais c'est vrai que voilà, oui, ça prend un certain temps de poser les choses, de dire vers où on veut aller et surtout que chacun puisse changer. Je dirais c'est presque plus ça en fait. Hein. Si on a 3 acteurs qui doivent changer, c'est pas pareil que si on a toute enfin voilà, tous les gens qui travaillent sur les projets qui doivent changer et s'ils partent de quelque chose de finalement assez familier, ou alors ça leur est encore très étranger, cette culture projet. Mmh. Voilà. Oui, c'est ça, on est très dépendant finalement de la volumétrie et du niveau de maturité. Il y a Exactement, oui. pas mal de choses qui rentrent en compte. OK, merci. Autre question qu'on avait eue aussi, c'était, à quel niveau se situe le PMO? Est-ce plutôt au niveau département, division ou entreprise? Alors le PMO, hein, on l'a un peu survolé cette partie-là, enfin survolé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il peut intervenir à plein de niveaux différents. Si vous vous rappelez un petit peu le cycle, qu'on a vu du début à la fin du projet, eh bien on voit que, il peut accompagner donc, un projet. Il peut accompagner, bah, des projets, hein, donc des équipes projets, des chefs de projet. Leur apporter donc à la fois de la méthode, des process et puis, accompagner les uns les autres. Ça, c'est plus, je dirais, niveau vraiment cœur des différents projets. Et puis si on prend un petit peu de hauteur, eh bien, c'est vrai que si on parle, donc vision ressources et faire les bons projets au niveau d'une entité, d'une entreprise, eh ben, on sent effectivement que, le PMO a tout son rôle à jouer. Ça recourt des réalités très, très différentes, hein, le PMO, donc il faut là encore se poser la question, ben, où on veut qu'il soit, pertinent. Je pense qu'il l'est à tous les niveaux, pour ma part, hein. Après, voilà, je pense qu'il a vraiment ce rôle-là. Après, est-ce que c'est plus la volumétrie qui nous dira, si, c'est une personne, c'est une équipe? Parce que dès l'instant où on se dit il accompagne enfin, l'ensemble d'un portefeuille de projets, on sent bien que bah, peut-être qu'il faut aussi soutenir les projets pour que au niveau portefeuille, on ait toutes les informations. Donc c'est plus effectivement une équipe, mais le PMO peut se situer à ces différents niveaux et ça a vraiment du sens qu'il soit là, puisque enfin, les décisions qui sont à prendre, on l'a vu un peu sur le constat avec de ces changements. On est au niveau de changements stratégiques des fois qu'il faut intégrer complètement de manière très rapide et ça peut vraiment changer enfin, plusieurs secteurs d'une entreprise. On produisait tel type de choses et puis tout d'un coup, on va produire des masques contre le Covid. Enfin voilà, par exemple. Et on sait que c'est arrivé, ce genre de choses. Donc on sent bien que pour prendre ce genre de décision, il faut avoir une très bonne vision d'où en est son entreprise, d'où en sont les projets, ses capacités de production, etc. Donc le PMO peut vraiment aider à tous ces niveaux. Là encore, il faut voir ce qui est le juste nécessaire. Il ne faut pas en faire trop non plus, mais ni pas assez, hein. Le juste nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Parfait. Autre question qu'on avait également, mais alors là, ça va peut-être être plus pour moi aussi. Est-ce que vous pouvez former un PMO? Alors, offre personnalisée, oui. Quand on a fait la présentation au début, c'était assez succinct, mais l'idée, c'était pas de prendre le pas sur la présentation PMO. Mais effectivement, on fait des formations et la formation PMO peut en faire partie. On en propose de différentes sortes, en ce moment, que ça soit sur site ou à distance, mais aussi différents types. Il y a des choses qui sont très tournées sur, un peu des formations, c'est-à-dire former les personnes et leur faire faire en même temps, ou des choses un peu plus théoriques où après on met en pratique. Voilà, on a différents niveaux de formation en fonction, ben, pareil de un peu comme disait Marie-Christine, du niveau d'implication, du niveau de maturité des acteurs, de ce sur quoi vous voulez aboutir. Et souvent, ce qu'on fait également, si vous le souhaitez, c'est qu'après avoir formé, on peut aussi, faire une partie d'accompagnement, pour pas vous laisser en autonomie, tout de suite, mais justement si besoin, bah, vous référer à un consultant pour avoir encore, la possibilité de poser des questions, de revoir certaines choses. C'est aussi une étape qui est souvent appréciée par nos clients. Donc voilà, donc on fait de la formation personnalisée et on fait même de l'accompagnement par la suite si nécessaire. Je
sais pas si toi, Marie-Christine, tu voulais rajouter quelque chose Non, là-dessus? c'est parfait et là encore, enfin, je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant. Il faut vraiment se poser la question du coup, finalement, c'est qui ce PMO? Parce Oui, qu'en fonction de ce qu'il aura à faire, c'est vrai qu'on va avoir, hein, dans des équipes PMO, des fois des gens qui sont vraiment, méthode et process, par exemple. Et c'est vrai que du coup, on va pas les former de la même manière que quelqu'un qui va être plus opérationnel au niveau des projets, tout simplement. Et encore une fois, certains ont l'ensemble des casquettes et c'est très bien, hein. Donc mais voilà, clairement, même chose, ça dépend d'où il part, mais voilà, c'est ça, il faut vraiment se poser la question aussi, quel est le profil et d'où il part et où il veut aller. Voilà. tout à fait. Et ensuite, moi, c'est la dernière question. Celle-là, je l'avais reçue par mail. On m'avait demandé quel type d'engagement pour le PMO? Heu, alors, moi, de mon point de vue, comme je l'interprète, mais j'espère bien y répondre, sinon il ne faut pas hésiter à me donner des précisions. En fait, nous, à Team Square, on propose 2 types d'engagement. Pareil, en fonction, ben, du niveau que vous voulez de contrat, je dirais. Soit un engagement de résultat, donc on s'engage à donner ce type de résultat, et on met les moyens nécessaires pour y arriver et pour, atteindre cet objectif-là, ce résultat-là. Ou alors on a aussi des engagements de moyens. Là, dans ce cas-là, ça sera, bah, effectivement là, engager tous les moyens, sur lesquels on s'est mis d'accord pour arriver aussi à la finalité. Donc il y a 2 types. Après, on peut rentrer plus dans les précisions. Là, je pense que vu comme est tournée la question, c'est peut-être pas la peine. Mais il y a ces 2 grandes familles, je dirais, et ensuite après on va dans le détail, des différents objectifs, des différents niveaux d'engagement plus fins pour être sûr, ben, qu'on est en ligne, en phase sur ce que vous attendez, et après qu'on puisse vérifier de manière assez régulière. Souvent on fait par exemple des points mensuels avec nos clients d'un point de vue PMO pour vérifier, ben, qu'on a bien, ben, tenu ses engagements, redonner, ben, les taux de par exemple les taux de réponse, les taux de traitement et cetera, ce qui permet, ben, d'avoir des indicateurs de suivi également. Voilà, moi je Heu, rajouterais juste un point, c'est vrai que je t'en côté prie. côté, alors je sais pas si la question était tournée dans ce sens-là, mais côté IPMO, c'est vrai qu'on a aussi, accès à des forfaits et là encore, c'est ce que tu disais Laure, hein, en fonction de ce que enfin on l'a bien vu sur les petites briques de base, hein, quand je disais, forfait avec à géométrie variable, enfin ça dépend effectivement des briques qu'on veut ajouter, hein, donc les compétences, auxquelles on veut avoir accès et cetera, la disponibilité, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi des forfaits IPMO, voilà, sur lequel, voilà, actuellement, c'est ce qu'on fait beaucoup, sur la partie, enfin, ce que travaille avec quoi l'équipe IPMO travaille, voilà, tout simplement. C'est ça. Et effectivement, même dans les process, chez nous d'avant-vente, on fait souvent des points, bah, justement avec l'équipe IPMO pour, ben, qu'ils cernent bien aussi vos besoins et qu'ils puissent, y répondre de manière très personnalisée. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre, c'est qu'il y a on a un peu un cadre et après en fonction, on ajuste, on adapte, pour justement, ben, répondre au plus près, à la demande. Beh, je crois que c'était tout au niveau des questions. Pour moi, j'en ai pas d'autres, qu'on m'a communiquées. Heu, OK, bah, Bah, je pense que du coup, ce qu'on fera, donc on vous recontactera pour vous donner accès au replay, que vous puissiez l'avoir aussi, de votre côté, puisqu'il y a des personnes qui ont dû partir un petit peu plus tôt. Et comme on l'a dit peut-être plusieurs fois, effectivement, si après vous avez d'autres demandes, d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter, vous avez nos coordonnées. Heu, donc voilà, on sera ravis de répondre, à vos sollicitations. bah, très bien, bah, il ne me reste plus qu'à remercier ceux qui ont préparé avec moi, cette présentation. Merci aussi à Laure, et puis à tous ceux qui ont pu y participer et qui ont fait ce petit cheminement, avec nous et puis je vous dis donc à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.